Je dis bonjour à tous. Merci d'être venus à cet après-midi. Je remercie tout d'abord les quatre intervenants que je vais présenter au fur et à mesure qu'ils prendront la parole. Je fais une petite introduction à la journée et au sujet. Ensuite, je demanderai à chacun, à chacune d'entre vous de résumer leurs propos en 3-4 points, mais au maximum 5-10 minutes. Et je serai très strict et très sévère dans la prise de parole. Bon, on connaît tous les célèbres adages. À l'avenir, chacun aura droit à 15 minutes de célébrité mondiale. Cette prophétie d'Andy Warhol, incluse dans les catalogues d'une exposition qui eut lieu au Moderna Museet de Stockholm en 1968, semblerait l'un des fruits les plus fins de son ironie. L'on pourrait y voir exprimer l'essence même de la culture contemporaine, ou si vous voulez, de ce qu'on appelle culture populaire, le pop, son identité la plus profonde. Si la culture pop, en effet, malgré toutes les nombreuses différences à son intérieur, a un trait commun, c'est non seulement la gloire, la célébrité, la renommée dont il jouit, mais aussi et surtout la reconnaissance qu'elle promet à tous ceux qui s'exercent dans ces formes. Or, on a pu voir dans cette explosion de la modernité, de la célébrité dans la modernité, une forme de perversion d'un idéal ancien. Ou pour mieux dire, les renversements les plus profonds que la modernité a pu opérer sur les rapports qui relient tout individu à la connaissance. En effet, l'Antiquité, comme vous savez, avait fait du gnosh et ipsum, du connais-toi toi-même, l'expression la plus intense et la plus élevée de toute sagesse et de toute morale. Aujourd'hui, on dirait que c'est la diathèse passive qui a les primat. En fait, on ne dit pas « connais-toi toi-même », mais « sois connu au nombre le plus élevé d'hommes et de femmes possibles ». Notus est omnibus. Il y a une sorte d'injonction à la gloire, au devenir reconnu, célèbre, à l'acquisition de la bonne réputation, qui non seulement est d'ordre moral, mais qui semblerait être l'expression la plus radicale de la morale autochtone de notre civilisation. Et en effet, la boutade de Warhol semblerait être le renversement ironique de l'une des premières thèses anthropologiques formulées en Occident. C'est le début de la métaphysique d'Aristote qui commence, comme vous savez, avec cette phrase qui a fait couler des bibliothèques d'encre. C'est « tous les hommes ont un désir naturel de connaître ». C'est la thèse d'Aristote. Donc il y a un lien naturel et nécessaire entre l'homme et la connaissance. Et aujourd'hui, on pourrait dire que tous les hommes ont un désir naturel d'être connus. Ce qui caractérise l'homme aujourd'hui en Occident serait, selon la boutade aussi de Warhol, ce désir naturel de la reconnaissance que l'on pourrait appeler et surtout penser de manière différente. Il n'est pas évident, en effet, si ce désir et ces besoins soit quelque chose d'absolument moderne, par exemple, engendré surtout par l'explosion des nouveaux médias qui auraient créé une sphère de visibilité qui est inédite, qui était inédite jusqu'à aujourd'hui, ou si au contraire, ce désir de célébrité soit quelque chose qui n'est pas du tout simplement contemporain, quelque chose qui coïncide avec la modernité, avec son culte pour l'individu, avec les transformations sociales qui ont eu lieu à partir de la Révolution française. Il n'est pas évident non plus si cette explosion des célébrités soit une expression pathologique d'un ego cancéreux, prête depuis toujours à reconnaître dans cette dimension une sorte d'illégitimité de malaise, ou si au contraire, la manière dans laquelle chacun de nous voit soi-même vu est un moyen de construction ordinaire et physiologique de sa propre identité. Il n'est pas évident non plus, encore une fois, si les prestiges que nous tous désirons pour nous et pour toutes les choses qui nous entourent soient un besoin de distinction physiologique lié à la nécessité de vivre dans les apparences, ou si les triomphes des images seraient propres seulement à notre culture contemporaine. Bref, on parle ici d'une chose qui, comme l'être selon Aristote, lègue et eipollakos, semblerait se dire de multiples manières. Et cela depuis toujours, en fait, depuis toujours, on appelle cette chose avec des noms différents, honneur, reconnaissance, prestige, visibilité, célébrité, réputation, gloire, renom, estime, statut. Une chose est claire, c'est autour de cette forme de grandeur sociale qui se joue aujourd'hui les enjeux et les dangers les plus importants de notre vie en commun.
Et c'est autour de ces enjeux et de ces dangers liés à ce désir, aux ces besoins de reconnaissance, de prestige, de gloire, de visibilité, que chacune ou chacun d'entre vous, des 4 chercheurs que j'ai invités aujourd'hui, a fixé son axe de recherche et de travail depuis quelques ans. Amis et collègues appartenant à différentes disciplines, Barbara Carneval et Nathalie Hennig, Antoine Lilti et Gloria Ricci, ont abordé ces sujets à partir justement de disciplines différentes, l'histoire, la sociologie, la philosophie de l'esprit, l'anthropologie philosophique. Ils l'ont fait à partir des présupposés théoriques différents et avec un regard souvent très, très différent. C'est à la fois pour expliciter un différent et un dialogue secret qui existe déjà et pour renouveler justement ce dialogue qui les lie depuis toujours que le CRAL a organisé cette rencontre qui voudrait être justement un peu le témoignage de la centralité de ce thème et aussi un témoignage de la vivacité de l'école capable de produire un très grand dialogue entre très grands chercheurs. Bon, voilà, exactement. Là, j'essaie aussi de rentrer dans ce dispositif. Cette journée doit être aussi un laboratoire de glorification, en fait. Et donc, on a décidé de procéder de cette manière-là. Je vais passer la parole aux intervenants et demander tout d'abord à chacun ou à chacune de résumer sa position liée notamment à la publication d'un livre. Et ensuite, on entamera une discussion avec moi et surtout avec vous si vous en avez envie. Bon, le premier à l'ordre du jour est Antoine Lilti, qui est directeur d'études à l'EHESS, ancien élève de l'École normale supérieure. Il a enseigné à l'ENS de 2000 à 2011. Il a été directeur de la rédaction des Annales de 2006 à 2011 et qui vient de publier un livre sur l'histoire de la célébrité qui s'appelle « Figure publique, l'invention de la célébrité ». 1750-1850, édité par la maison d'édition Fayard. Faire comme à la télé. Voilà, exactement. Il y a une caméra. Voilà. Du coup, chacun sort son livre, évidemment, pour le montrer aussi à l'objectif. Merci beaucoup, Emmanuelle. Alors, résumer en 5 minutes un livre qui m'a occupé pendant quelques années. C'est une gageure presque impossible et je vais immédiatement la renforcer en sacrifiant la première minute pour dire d'abord pour que le remerciement ne soit pas un simple remerciement rhétorique, mais je trouve que nous rassembler tous les 4 est évidemment extrêmement intéressant parce qu'on voit bien. De fait, c'est un dialogue qui ne naît pas aujourd'hui et il n'y a pas totalement de hasard à ce que ces travaux apparaissent en même temps. On se lit les uns et les autres, on se discute et c'est vraiment intéressant que, je crois, mais ça va être l'objet de la discussion, j'espère qu'à partir de disciplines différentes, d'objectifs différents, d'objets différents et de terrains différents, on ait produit à la fois des travaux qui dialoguent de façon aussi évidente et souvent explicite, notamment en fait de ce système, et qui en même temps, et je crois que c'est ça qui est intéressant, ne sont que tangentiellement séquents, parce que chacun suit un propre axe de recherche, et je pense que c'est un des objectifs de cette rencontre, d'expliciter le fait qu'il y a à la fois des points de rencontre et des lignes de fuite qui sont très différentes et qui posent la question du coup du caractère cumulatif en fait de la recherche en sciences sociales. Alors, pour utiliser maintenant les 4 minutes qui me restent à dire un mot sur ce livre, peut-être qu'une des manières de l'aborder, c'est d'en préciser la genèse. La genèse, au départ, c'est un travail sur Jean-Jacques Rousseau. Moi, je suis 18e, et dans un travail précédent, j'avais travaillé sur les salons parisiens au XVIIIe siècle, et donc sur un modèle qui n'était non pas celui de la célébrité, mais tout au contraire celui de l'entre-soi, de la réputation mondaine, des petits cercles qui construisent des réputations dans l'espace littéraire, dans l'espace des élites. Et donc là, ce travail sur les salons, pour le coup, la notion qui m'intéressait le plus, c'était celle de réputation. Mais je m'étais aperçu que Rousseau occupait une place très particulière, d'une part parce que, ça c'est bien connu, il a dénoncé très fortement, très vivement les mécanismes de la mondanité, mais aussi parce que
il a joué en quelque sorte très fortement la célébrité, c'est-à-dire le rapport à un public, le rapport à un nom d'auteur, à la publicité de son nom et de sa personne, contre les mécanismes justement de l'entre-soi, des institutions académiques, de la mondanité. Or, ce qui est extrêmement intéressant avec Rousseau, c'est que très vite, il a été confronté aux contradictions de la célébrité. Il s'est mis dans tous ses textes, les textes de la fin de sa vie, à décrire cette célébrité comme un fardeau. Et c'est un des éléments de ce qu'on a appelé sa paranoïa, cette dénonciation d'un complot universel qui, en fait, si on regarde bien, devient un complot, le complot non plus simplement de ses ennemis, mais en fait le complot du public. Le complot du public qui produit ce personnage, Jean-Jacques, qui est à la fois lui et qui n'est pas lui, au sens où il ne peut pas s'y identifier totalement. Pourquoi ? Parce que ce personnage est le résultat, est une projection de lui-même à travers toute une série de médias, et de médias qui sont nouveaux, qui sont en train d'apparaître au XVIIIe siècle. C'est la presse, c'est l'imprimé, c'est les gravures, c'est l'image, etc., etc. Et par exemple, cette image, ce portrait de lui-même, qui a beaucoup circulé et que lui-même détestait, cette difficulté en fait à accepter de correspondre à l'image publique qui circule de soi-même, qui circule dans des médias, voilà déjà quelque chose qui nous fait penser à des mécanismes de la célébrité contemporaine et à des discours de gens célèbres par rapport à leur célébrité. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est de découvrir que Rousseau lui-même décrivait cette célébrité, utilisait le terme et a produit tout un discours critique pour essayer de dénoncer ce qui lui apparaissait comme les dangers, les critiques de la célébrité. Et j'ai tiré ce fil. Et je l'ai tiré d'autant plus que je me suis aperçu que les historiens ne s'étaient pas intéressés à cette notion de célébrité. Il y avait toute une série de travaux du côté, notamment dans le monde anglophone, de sociologie de la célébrité. Alors maintenant, il y a heureusement un très grand travail sur du côté français sur la sociologie de la célébrité et de la visibilité, mais les historiens ne l'avaient pas construit comme un travail, comme un objet historique, un objet historiographique. Ils préfèrent travailler sur la notion de gloire, beaucoup de choses sur la notion de gloire, sur la notion d'honneur, sur la notion de charisme, etc. Mais cette notion de célébrité, et avec en particulier cette idée qui est aussi bien chez les historiens que, disons, dans le sens commun, que la célébrité est un phénomène ultra contemporain, lié justement à l'évolution, voire au dévoiement, si on a un regard un peu critique, de l'espace public au XXe siècle, notamment sous l'effet des mass médias, du marketing culturel, de la télévision et aujourd'hui, évidemment, d'Internet. Et la phrase de Warhol, dont l'interprétation, il faudrait y revenir, parce que la question de savoir quel est le degré d'ironie et le degré de prophétisme chez Warhol est, à mon avis, une question qui n'est pas tout à fait évidente, mais elle est très souvent, aujourd'hui, reprise et interprétée sur un mode ironique et critique, et elle s'inscrivait dans un moment qui était celui d'un moment critique et extrêmement critique sur le développement des mécanismes de la célébrité. Pensez, par exemple, à la société du spectacle. Mais on a toute une série de textes de ces années-là qui s'inquiètent de ce qui leur apparaît comme un phénomène nouveau. Et alors, quand on travaille sur le XVIIIe siècle, on s'aperçoit qu'on a exactement déjà ce discours qui dénonce un phénomène nouveau où la gloire serait en train de s'abîmer dans des nouveaux mécanismes de la notoriété qui sont ceux de la célébrité. Donc, je vous passe les 400 pages du livre et j'en arrive à la conclusion. Enfin, la thèse, disons, que j'ai essayé de défendre dans le livre, mais qui va peut-être être définitivement détruite dans les 2 heures qui viennent, c'est l'idée qu'effectivement, on a un premier âge de la célébrité. La célébrité, les mécanismes de la célébrité et les discours qui l'accompagnent pour lui donner sens se sont mis en place, ont émergé, on les voit très bien apparaître dans les grandes métropoles de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, c'est-à-dire en particulier Londres et Paris, puis se développent dans toute l'Europe et en Amérique du Nord dans la première moitié du XIXe siècle. Là, j'ai travaillé à partir de toute une série de figures, en lien avec ces 2 piliers de la modernité que sont d'une part l'émergence d'une société médiatique, donc la multiplication des médiations, et de l'autre part l'affirmation, qui est en partie une affirmation en réaction de l'idéal de l'individu authentique. Donc à la fois le privé, l'affirmation, l'invention du privé et du public, et puis la célébrité qui justement est le mécanisme
qui entremêlent ou qui inversent les deux. Alors évidemment, en disant ça, c'est le dernier mot, après je me tais, il est évident que je ne dis pas que rien n'a changé depuis le XVIIIe siècle, que la célébrité du XVIIIe siècle était la même qu'aujourd'hui. Évidemment, si je disais ça, je serais un très très mauvais historien. Il est évident que les mécanismes de la célébrité ont connu toute une série de ruptures, de discontinuités, d'intensification extrêmes, mais il reste que à peu près tous les mécanismes qu'on peut décrire, donc sous une forme embryonnaire, on les trouve au XVIIIe siècle, et les étudier au XVIIIe siècle n'est pas sans conséquence. D'une part parce qu'on peut d'une certaine manière les étudier à l'état pur, au moment même de leur émergence. Et de ce point de vue-là, là j'ai une approche généalogique des sociétés contemporaines, ça permet d'avoir un discours qui est un peu épuré par rapport au parasitage du discours journalistique d'aujourd'hui. Et par ailleurs, ça a des conséquences parce que ça permet de repenser, en tout cas c'est mon argument, le fonctionnement de l'espace public. On n'a pas, d'une part, au XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, un espace public démocratique de la discussion rationnelle qui aurait ensuite progressivement, sous l'effet des médias et du capitalisme, périclité. Aujourd'hui, mais on a, en vulgarité et voyeurisme contemporain, comme on aime bien dire, mais d'emblée, l'émergence de l'espace public associé à la transformation de la société du face-à-face vers une société médiatique, des interactions médiatiques, eh bien, d'emblée, cet espace public, il est totalement ambivalent, puisque ce sont les mêmes médias, les mêmes mécanismes, c'est le même public, qui est à la fois un public de l'argumentation, de la discussion critique et de la curiosité fascinée pour la vie des stars. Et donc c'est cette ambivalence de la constitution même d'un public dans ses relations avec les interactions médiatiques avec les gens connus qui est l'objet du livre, et je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci Antoine. Si pour avoir respecté les temps. Je passe la parole à Nathalie Henny, qui est... Ouais. Oui, Henny. Ouais. Qui est sociologue, directeur des recherches au CNRS et membre du CRAL. Elle est une des grandes figures de la sociologie de l'art en France et en Europe. Elle a publié une trentaine d'ouvrages sur le statut de l'artiste et la notion d'auteur dans l'art contemporain. Et il a publié en 2012 un grand volume sur la visibilité qui s'appelle « De la visibilité, excellence et singularité, un régime médiatique » édité chez Gallimard. Je te passe la parole. Alors, pour essayer de jouer le jeu de la confrontation, je vais présenter mon travail par rapport à celui d'Antoine, parce que je pense que c'est plus intéressant. Voilà. Alors, moi, je suis toujours un peu sceptique sur les constructions problématiques du type tel phénomène existait déjà avant, parce que d'abord, il faut s'assurer qu'il s'agit bien du même phénomène, et puis, il faut, me semble-t-il, ce qui est plus intéressant, c'est de décomposer les propriétés d'un phénomène et de voir en quoi il y a des continuités avec un autre phénomène et en quoi il y a des discontinuités. Ça me paraît, je pense qu'Antoine est d'accord, la bonne façon de construire cette question de la comparaison historique. Alors je dis tout de suite qu'Antoine a travaillé sur la célébrité, que j'ai travaillé sur la visibilité, j'y reviendrai, donc déjà on n'a pas tout à fait le même phénomène. Et je pense que c'est à cette condition donc de faire un listage très simple des continuités et des discontinuités, ou des ressemblances et des différences, qu'on peut travailler vraiment la comparaison au sens de ce que Paul Veyne disait, à savoir la vraie comparaison heuristique, c'est de comparer avec et non pas de comparer à. C'est-à-dire comparer avec, c'est mettre en évidence et les ressemblances et les différences pour faire émerger la spécificité des phénomènes, alors que comparer à, c'est simplement assimiler un phénomène à un autre, et ça, c'est la comparaison ordinaire, disons, mais qui n'est pas d'une grande utilité pour nous. Donc je vais commencer par rappeler les continuités entre nos deux approches, et puis ensuite les discontinuités, voilà, tout simplement. Et donc les continuités, Antoine, à juste titre, relèvent un certain nombre de propriétés qui figurent déjà dans mon analyse, même si elles ne sont pas toujours référencées à mon livre, mais peu importe. Et donc, je vais les lister. Par exemple, la question fondamentale de la dissymétrie entre la personne connue et ceux qui la connaissent.
le fait qu'émerge une sorte de catégorie sociale de gens célèbres malgré l'hétérogénéité des statuts concernés, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un phénomène d'inter-fréquentation de gens avec des statuts très différents, mais qui peuvent ressembler du fait, enfin, comment dire, appartenir à une même catégorie du fait de leur célébrité. L'intérêt évidemment du public pour la vie privée des gens célèbres, l'idée de l'intimité fantasmée, hein, les gens qui fantasment une intimité avec la célébrité, l'ambivalence de la célébrité qui est toujours prise entre quelque chose de désirable et quelque chose de problématique, la tension centrale dans le rapport à la célébrité entre distance et proximité, je ne développe pas, mais voilà, ça fait partie des choses qu'on trouve dans nos deux approches. L'idée de la communauté des fans avec cette idée à la fois de la relation interindividuelle fantasmée du fan avec la vedette et en même temps l'appartenance du fan à une communauté, donc toujours une autre tension cette fois-ci plutôt entre l'individualité et la collectivité. Le thème des souffrances et des suicides des stars, l'autoréflexivité du cinéma qui met en scène des stars, la montée en puissance des critiques des années 60, Burstyn, Debord, Warhol, donc ça c'est dans la conclusion du livre d'Antoine qui dépasse un petit peu sa périodisation, hein, puisqu'il arrive jusqu'à aujourd'hui. L'idée de l'ambivalence structurelle de la célébrité comme valeur, hein, qui peut être à la fois considérée comme une valeur et comme une antivaleur. Le répertoire des critiques de la célébrité, la tension entre la visibilité et la valeur d'authenticité, qui est un élément fondamental dans ce domaine-là, l'idée de la visibilité médiatique comme une grandeur non défendable, ce que j'appelle une valeur privée dans mon livre, l'importance de la jurisprudence propre à la visibilité, et puis dans la conclusion du livre d'Antoine, lorsqu'il dit qu'il faut nuancer les effets de rupture qu'on attribue trop généreusement au cinéma, à la télévision, à la culture de masse. En effet, bien évidemment, je pense que son livre incite à juste titre à ne pas trop insister sur la rupture technologique de ces nouveaux moyens, disons, de construction d'une célébrité visuelle, mais quand même, me semble-t-il, il ne faut pas non plus les oublier, et c'est là que j'en viens à ma deuxième partie, à savoir les discontinuités, c'est-à-dire ce qui diffère, hein, entre l'approche d'Antoine sur la célébrité 18e, 19e et ma propre approche sur la visibilité au XXe siècle. Alors, donc, il s'agit bien dans mon travail de visibilité et non pas de célébrité, donc la visibilité étant une espèce particulière à l'intérieur de la catégorie plus générale de la célébrité qui peut être notoriété lorsqu'on entend parler de quelqu'un ou visibilité lorsqu'on connaît les traits de son visage, et c'est vraiment cette dimension visuelle spécifique, hein, que j'ai voulu travailler. D'ailleurs, dans le livre d'Antoine, les notations sur les instruments de visualisation n'arrivent qu'à la fin des chapitres sur Rousseau, sur Washington, et c'est bien normal puisque ce n'est pas le centre de ton travail. On aurait d'ailleurs pu, ton titre c'est figure publique, mon titre aurait pu être visage public. Et évidemment, le terme figure est très intéressant parce qu'il est ambigu entre la figure au sens du visage et la figure au sens du personnage, hein. Bon, voilà, moi c'est vraiment visage public. Bon. Autre différence majeure, l'idéal type de la personne célèbre dans le travail d'Antoine, c'est l'écrivain, typiquement Rousseau, alors que pour moi, c'est l'acteur de cinéma, éventuellement le chanteur. Bon, pourquoi ? Parce que les instruments ont changé et la problématique de la visibilité, évidemment, induit une différence dans les types d'objets qui sont centraux dans nos travaux. Autre élément de spécificité de mon approche, c'est la spécificité de la photographie, qui, comme le dit Antoine, reprenant mon analyse, permet la reproduction à grande échelle du visage des personnes célèbres en donnant une impression de très forte véracité. Donc deux éléments fondamentaux, la diffusion à très grande échelle qui change par rapport aux instruments traditionnels, et surtout la précision des traits qui entraîne un rapport très particulier de relation avec le visage de la personne célèbre. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté induite par la photographie. Également, la massification des propriétés de la célébrité,
en raison de cette diffusion à grande échelle des instruments par la photographie, puis le cinéma, puis la télévision et Internet, de reproduction de l'image. Et du même coup, le fait que la dissymétrie, qui est importante, on l'a vu tout à l'heure avec la célébrité, devient en matière de visibilité absolument phénoménale et très très importante. C'est-à-dire l'écart entre le nombre de personnes qui reconnaissent une célébrité et le nombre de personnes qu'elle-même peut reconnaître. Et c'est sur cet écart que j'ai fondé ma notion de capital de visibilité, en tant qu'il s'agit d'un écart mesurable qui produit ce que produit un capital, c'est-à-dire des ressources spécifiques, des intérêts, un capital qui est transmissible, qui est convertible, enfin qui a absolument toutes les caractéristiques d'un capital. Et ça, c'est vraiment fortement lié à cette énorme dissymétrie qui donc produit des privilèges spécifiques entre les reconnaisseurs et les reconnus. Bon. Autre spécificité, le fait, Antoine le fait remarquer, que le mot fan n'apparaît que dans la seconde moitié du XXe siècle, ce qui est bien là aussi l'indicateur d'une mutation dans le phénomène. De façon plus importante, deux grandes caractéristiques, et je m'arrêterai là. Ce que j'appelle l'effet référentiel, qui est proprement lié à la spécificité de la photographie et du même coup du cinéma, qui est que lorsqu'on connaît une personne par les images de son visage, la mise en présence avec l'original, c'est-à-dire la personne elle-même, produit un effet émotionnel absolument spécifique, particulier, très fort, très disruptif, que décrivent toutes les personnes qui se sont trouvées face à une célébrité, que vous avez probablement vécu vous-même en vous retrouvant, surtout lorsque c'est inattendu, face à une célébrité. C'est ce que j'appelle l'effet référentiel, c'est-à-dire l'effet émotionnel produit par la confrontation avec le référent de l'image. Bon. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très fondamental dans le phénomène de la visibilité, et ça entraîne toutes ces foules hystériques dans les concerts, enfin toute cette imagerie de la célébrité. Je crois que ça, c'est vraiment un élément fondamental. Donc ça renvoie évidemment à la notion d'aura chez Benjamin, mais je ne prolonge pas puisque tout ça c'est dans mon livre. Et puis deuxième caractéristique absolument spécifique de la visibilité, c'est la performativité. C'est-à-dire que les instruments techniques de diffusion à grande échelle du visage d'autrui induisent ce que j'appelle une célébrité autoproduite, c'est-à-dire produite par le fait de se trouver exposé aux caméras. C'est typiquement les héros de jeux de télé de réalité qui sont célèbres simplement parce qu'ils ont été sous la caméra. Et cette performativité entraîne des conséquences très importantes, notamment en matière d'articulation entre la célébrité et le mérite, qui est un des éléments fondamentaux dans l'axiologie du phénomène. Je termine sur le fait que j'ai voulu montrer dans mon livre, en reprenant l'analyse de Marcel Mauss, que la visibilité est un fait social total, puisqu'elle se déploie sur un plan à la fois technologique, historique, sociologique, économique, juridique, psychologique et axiologique, et que quand même, en travaillant ce thème-là, ce qui m'intéressait, c'était de continuer une problématique que j'avais déjà engagée avec mon premier livre sur la gloire de Van Gogh, qui était sous-titré non par hasard « Essai d'anthropologie de l'admiration ». On est toujours dans cette question de l'admiration, problématique que j'ai continuée avec l'épreuve de la grandeur sur la question des prix littéraires et de la reconnaissance, où j'ai découvert la problématique de la reconnaissance, c'était en 1999, et notamment de ce que j'appelle les écarts de grandeur. Comment gérer un écart de grandeur entre envie et admiration? Je ne développe pas. Et dernière question, et ça, je pense que ça va introduire les deux exposés suivants, la question de l'énorme poids de normativité qui entoure ces sujets, étant donné la disqualification assez systématique dont font l'objet dans notre monde savant ces thématiques de la visibilité, de la célébrité, et d'où la difficulté d'en faire des objets de recherche à part entière et non pas des objets de critique. Voilà, je m'arrête là, excusez-moi, j'ai dépassé de 2 minutes. Bon, merci Nathalie. Je passe la parole à Gloria Ricci. Elle cherche en philosophie en CNRS, spécialiste de philosophie de l'esprit et surtout d'épistémologie sociale et de philosophie des sciences sociales. Elle a publié des livres sur Quine, elle a publié surtout un livre sur la confiance, paru chez Vren, et il va publier un livre qui va paraître d'ici à quelques mois sur la réputation.
En effet, c'est l'aspect performatif de la célébrité est bien illustré par ces types, par exemple, de contextes où on se raconte, ce sont des contextes de légitimation des statuts, typiquement, qui légitiment les statuts de personnes selon certaines procédures qui sont bien, qu'on peut étudier et qui me fascinent depuis un certain moment. Donc, je peux vous dire la motivation de mon travail sur la réputation, qui est un peu la question de la réputation, si vous voulez, ça pourrait être la squelette épistémologique qui est derrière à certains mécanismes qui peuvent être pertinents aussi pour étudier tous les phénomènes, disons, de grandeur sociale. La question de la réputation, la question que je me pose, disons, vient d'une tradition de pensée qui est probablement très différente par rapport à la vôtre. Moi, je suis une philosophe qui vient d'une tradition plutôt anglo-saxonne. Et ma recherche épistémologique est, disons, dans cette tradition. Donc, ce qui m'intéresse de comprendre, c'est si la réputation peut être une motivation à l'action. Nous essayons de comprendre les êtres humains, les agents. Vous avez vu... avant-hier, on a attribué un prix Nobel à Jean Tirole qui étudie ces questions. On a des modèles dans les sciences sociales pour essayer de comprendre la rationalité des agents. Et la rationalité dépend de leur motivation et de leur façon d'ajuster leurs objectifs et leurs moyens d'atteindre ces objectifs. Est-ce que la réputation peut être parmi ces motivations, disons, individuelles à l'action? La question n'est pas évidente. Vous pourrez dire, bon, oui, d'accord, bien sûr, je suis motivé à publier parce que je veux avoir de la reconnaissance. Ce n'est pas immédiat et ça comporte d'attribuer certains mécanismes et principes au sujet qui sont de nature assez spéciale. Je vous fais juste un court exemple pour comprendre ce qui a motivé vraiment ma recherche au niveau de la réflexion sur la réalité. Je dis, la rencontre littéraire, après tellement d'années de philosophie, la rencontre, au fond, littéraire plus importante de ma vie a été la lecture d'un roman d'Emmanuel Carrère, L'Adversaire. D'ailleurs, qui m'avait été conseillé par une chercheuse, Sabina Loriga, par une chercheuse de l'école de hautes études, et qui raconte l'histoire suivante, que je résume en lisant. C'est le début du livre qui va paraître chez PUF au mois de février. Le 9 janvier, vraiment c'est le début de mon livre, et c'est juste, j'illustre ça avec une brève citation, pas pour l'autogloire, mais juste vraiment pour vous faire comprendre quel est le problème d'étudier la réputation comme motivation. Enfin, le 9 janvier 1993, dans son domicile du pays de Gex, entre la Suisse et le Jura, Jean-Claude Roman, ça c'est l'histoire qui est racontée dans le livre de Carrère, L'Adversaire. Jean-Claude Roman tue sa femme, ses 2 enfants de 5 et 7 ans, ses parents, dont il est le seul fils, et leur chien. Puis il essaye de tuer sa maîtresse dans la forêt de Fontainebleau, où il l'a amenée pour un dîner dans la maison de Bernard Kouchner, qu'il ne connaît pas et qui n'a pas de maison à Fontainebleau. Enfin, il met feu à sa maison, avale des somnifères et s'endort en espérant ne plus jamais se réveiller. Il se réveille pourtant du coma provoqué par les barbituriques et les brûlures. Il est inculpé des plus monstrueux des crimes et ensuite condamné. Donc, d'après les substituts du procureur de la République qui a suivi l'affaire, les crimes, je cite, avaient pour mobile la crainte qu'avaient les faux médecins de se voir démasqués. Ce type n'avait jamais fini ses études de médecine et donc il avait la terreur de se voir démasqué. Alors, ma question est la suivante. Comment est-il possible, quel est le type de cadre explicatif dont nous avons besoin pour comprendre ce phénomène, qu'avouer un mensonge, soit un gros mensonge, soit... même si cela est très dur, on le connaît tout, plus dur que d'exterminer sa famille entière. Enfin, peut-être ça aurait été mieux d'avouer le mensonge. Comment sa réputation pouvait-elle compter à ses yeux plus que la vie de ses enfants? Donc, mon travail, c'est de répondre à cette question. Et pour répondre à cette question, j'ai fait toute une série d'hypothèses au niveau épistémologique et au niveau cognitif. Et la première de laquelle, puis je ne développe pas, c'est que nous avons 2 égos, 2 identités qui conditionnent qui nous sommes et comment nous agissons. Et ce n'est pas un fait qui est lié à un cadre social, à l'histoire. Pour moi, c'est un fait
cognitif profond. Nous avons deux égos. Un, c'est notre subjectivité faite de nos expériences proprioceptives, nos sensations physiques incarnées dans notre corps. Et le deuxième, c'est notre réputation, c'est-à-dire ce puissant système rétroactif du soi sur soi-même qui constitue notre identité sociale et qui intègre dans notre autoperception comment nous nous voyons vus. Pourquoi la réputation et aussi Nathalie Hennig citait les problèmes liés à la gestion de la reconnaissance créent tant d'angoisse parce que cet deuxième ego n'est pas sous notre contrôle, c'est sous le contrôle des autres. Ça veut dire que nous envoyons des signaux, mais la façon où ces signaux seront lus dépend des processus qui sont très complexes épistémologiquement, qui ont à faire avec des effets de réseau, des effets de rumeurs, des effets de dissymétrie qui sont très bien étudiés, par exemple, dans l'économie et dans la sociologie analytique contemporaine. Prenez les travaux de Pierre-Michel Menger ou les travaux de Roger Gould, dans lesquels, en fait, on essaie d'expliquer, à travers des modèles, pourquoi il y a cet effet de magnification. Une fois que vous êtes reconnu beaucoup plus que par rapport à votre mérite. Enfin. Et donc, tous ces effets, nos biais cognitifs et les effets sociaux qui entourent les phénomènes de la construction de réputation sont au centre de mes études. C'est une façon d'étudier les principes d'un côté et les mécanismes de l'autre côté qui règlent la façon dans laquelle la réputation est construite. Donc, si vous voulez, prenez ça comme une espèce de squelette épistémologique qui peut, disons, soutenir ou donner comme ça, des sujets de conversation pour les gens qui travaillent dans les sciences sociales d'une façon plus située. Et l'universalisme de certaines hypothèses, comme quand je vous dis nous avons deux égos, ça peut vous choquer. Disons, c'est autant bête que les économistes qui disent l'homme est parfaitement rationnel. Les gens qui aiment la modélisation de la réalité adorent faire ce genre de généralisations. Très souvent, sont toutes fausses. Mais c'est ce qui est bien, disons, c'est que je pense qu'il y a des universaux, en effet, des universaux épistémiques cognitifs, et que chaque époque permet à certaines de ces universaux de s'exprimer au mieux. Nous, on est dans l'ère de la réputation, d'une certaine façon. On a une technosociété devant nous qui nous permet l'expression, si vous voulez, de cette cognition sociale, de cette capacité de nous voir vus. Technologie qui avant n'existait pas. Donc, mais je pense que certains de ces mécanismes font partie vraiment de notre hardware cognitif, enfin, qui sont là du début. Et je m'excuse d'avoir dépassé les temps. Je passe la parole à Barbara Carnevali, ancienne élève de l'école normale de Pise, Fulbright Scholar à l'Université de Chicago. Barbara Carnevali est maîtresse de conférence à l'école des études en sciences sociales, membre du CRAL. Elle a publié un livre sur Rousseau et elle vient de publier, il y a déjà 2 ans, un livre qui porte sur ces questions qui s'appelle Le apparenze sociali, una filosofia del prestigio, c'est-à-dire les apparences sociales, une philosophie du prestige, paru chez Il Mulino en 2012. Tout d'abord, je remercie Emmanuel pour avoir organisé ce débat qui finalement poursuit une conversation qui a commencé sous forme privée avec tous les intervenants de cet après-midi. Et je vais parler de mon approche de mon dernier livre, ce livre dont le titre est Les apparences sociales, une philosophie du prestige, pour essayer d'expliquer pourquoi les apparences, pourquoi le prestige. Et je vais, pour faire vite, je vais articuler en 3 points à la française. Et notamment, je vais distinguer entre une partie critique, un pars destruens, pour le dire, comme la philosophie classique, donc ce que je ne veux pas faire. Une deuxième partie qui sera la pars construens, la partie des propositions théoriques, par contre, ce que j'essaye de faire. Et le troisième point sera la question du prestige. Donc, pourquoi cette grandeur sociale a quelque chose à faire avec l'approche philosophique que je propose.
Donc, le premier point. Première prémisse, mon approche est philosophique, donc comme dans le cas de Gloria, sans nier ni le rôle de discontinuité des fractures historiques. Les questions que je me pose sont de nature générale, concernent donc, pour le dire sous forme très, très générique, les rapports de l'homme à l'image, à son image et à son identité sociale, et notamment à sa figure sensible dans l'espace public. Pour circonscrire mon domaine de recherche, je m'occupe donc, mon approche est de philosophie sociale et d'anthropologie philosophique, une discipline qui n'est pas très à la mode en France, mais qui justement me semble c'est que la formation philosophique peut apporter de spécifique au questionnement qui est au cœur de notre rencontre aujourd'hui. Donc, une anthropologie, disons, ce que j'essaie de faire, c'est une anthropologie philosophique de la visibilité et des grandeurs comme la célébrité et le prestige. Or, comme je pense que la première tâche de la philosophie consiste toujours dans la problématisation correcte d'un problème, je suis partie donc avec une critique des positions courantes et dominantes dans les débats publics qui concernent donc la question de la visibilité de l'image sous forme philosophique et qui me semble insatisfaisante. J'ai notamment voulu me débarrasser de deux présupposés qui sont très diffusés non seulement dans les débats philosophiques proprement dits, mais aussi dans les sens communs. Ce sont vraiment des formes de pensée qui sont très, très présentes dans notre façon d'aborder les problèmes. Et donc, c'est ici que je trouve que mon approche retrouve beaucoup les préoccupations de Nathalie, parce que finalement, les objets des polémiques me semblent très, très proches. Le premier est ce que j'appelle l'approche romantique, et qui peut, pour clarté, peut-être faire remonter à Rousseau, donc aussi à l'auteur dont Antoine a parlé en premier et qui était au centre de mon premier livre, de ma première monographie qui concernait justement l'approche de Rousseau à la question de la reconnaissance et de l'authenticité. Qu'est-ce que c'est l'approche romantique? C'est la tendance qui a une généalogie aussi bien chrétienne que stoïcienne et surtout romantique, c'est-à-dire qui date de la fin du XVIIIe siècle pour toute une série de causes qui sont aussi sociales que liées à la philosophie Rousseau. C'est l'idée de penser que les apparences sociales, les médiations, l'image de soi sont des médiations de nature inauthentique, sont des formes hypocrites, une forme aliénée du moi. L'identité sociale est toujours fausse. Le deuxième ego dont Gloria vient de parler est un mauvais ego, tandis que le véritable moi, la véritable nature du propre moi réside dans l'intériorité du moi, donc dans ces soucis d'authenticité, etc. Rousseau a été l'inventeur, celui qui a légué cette façon de penser à la modernité, qu'on retrouve encore aujourd'hui dans tout un ensemble de théories aussi philosophiques, ou qui se présentent comme philosophiques, comme par exemple chez Guy Debord, qui a tendance toujours à penser la question du spectacle et de la visibilité sous forme d'une inauthenticité constitutive de la matière elle-même. Donc, en premier lieu, il fallait se débarrasser de cette approche qui est toujours implicite et qu'on peut récupérer, je pense, une fois qu'on aura reproblématisé de manière correcte la question, pour reposer la question est-ce qu'on peut être authentique dans les médiations sociales, dans l'image de soi, mais de manière différente. Le deuxième... La deuxième approche dont j'essayais de me débarrasser, c'était ce que j'appelle l'approche pathologique et qui peut être, qu'on peut identifier avec, par exemple, l'école de Francfort et ce qu'on appelle aujourd'hui la critique de l'esthétique économique. Pour faire vite, c'est l'approche qui dit que finalement, la prolifération d'images et d'apparences aujourd'hui est un effet du marché et surtout de la nécessité d'esthétiser la marchandise sur les marchés. Donc, d'ici, la valeur d'échange devient le marketing, etc. Et donc, nous sommes, nous-mêmes, les hommes, nous sommes des formes de marchandises, sans le savoir, sur les marchés. Donc, notre rapport à l'image de nous-mêmes, finalement, n'est qu'une forme on absorbe de manière inconsciente une forme de vie qui nous est imposée par le capitalisme. Là aussi, c'est une approche très diffusée. On le retrouve, par exemple, dans un livre très récent qui est sorti l'année dernière de Jean Serrois et Lipovetsky, qui s'appelle « L'esthétisation du monde », qui est tout un collage vraiment de ce genre d'approche qu'on peut faire remonter justement à l'école de Francfort et aussi à Guy Debord, qui est un mélange parfait des approches, l'approche romantique et l'approche pathologique capitaliste. J'en viens donc à la proposition concrète. Mon approche pour inverser la formulation médicale qui plaît beaucoup à la philosophie sociale, celle de l'idée qu'il y a une pathologie, donc une maladie dans le corps social, j'essaie de faire une physiologie.
C'est-à-dire de me poser la question en premier lieu, est-ce qu'il y a un rapport correct à l'image et à la production d'apparence, qui soit d'une certaine manière naturelle et incontournable dans la relation sociale elle-même? Ma réponse est évidemment oui. Parce que toute la communication sociale passe par la perception, donc par une production de sensibles, d'images, etc. On n'est jamais en communication avec l'intériorité d'autrui, mais toujours en communication avec une image, une présentation de soi. Et donc, soit que ça nous plaît ou qu'il ne nous plaît pas, le problème est qu'on a toujours à faire avec l'apparence des autres et la façon dont on la juge. Donc, c'est là, je pense, la physiologie incontournable de la socialité elle-même. Pour fonder cette approche que j'appelle esthético-sociale, en étendant la notion d'esthétique à tout ce qui concerne les sensibles. Donc l'image devient je dirais pas la métaphore, mais la métonymie, c'est-à-dire l'image vaut pour toute la perception sociale. On peut, ces perceptions sociales aussi, la voix, les tons de la voix, les parfums, les odeurs, etc. Donc je me fonde sur une série d'auteurs qui font partie aussi bien de la sociologie que de la philosophie. J'en cite quelqu'un juste pour vous faire comprendre quel est le canon autour duquel je bouge. Georg Simmel, en tout premier lieu, qui était le grand auteur, le philosophe sociologue qui a fondé sur la notion, lui il appelait la sociologie esthétique, mais c'était l'idée le rôle de la sensibilité, du sens dans la communication sociale et aussi de la mode, par exemple, un phénomène esthétiquement pur, je dirais, c'est là où les apparences deviennent centrales. Mais aussi, on peut trouver des repères chez Hannah Arendt, toute la phénoménologie de l'apparence publique et de l'être vivant, chez Blumenberg, l'anthropologue philosophique allemand, qui a consacré tout un livre à la notion de visibilité, et aussi chez des sociologues tels que Goffman et Bourdieu, qui ont consacré presque la totalité de leur œuvre à l'analyse de la dynamique, je dirais stratégique, esthétique qu'on met à l'œuvre pour maîtriser cette dimension. Une dernière disons, remarque des méthodes. On peut distinguer dans cette notion large de dimension esthético-sociale un côté passif que j'appellerais, c'est-à-dire que tous les êtres vivants, tout ce qui est au monde, encore plus largement, est exposé et donc exposé à la perception sans le vouloir, donc déterminé par cette exposition au regard et la perception de la sensibilité d'autrui. Mais l'être vivant, et l'homme en premier lieu, a aussi la capacité de maîtriser stratégiquement cette passivité. Donc il y a deux niveaux. Un niveau, disons, qui fait partie de la condition humaine elle-même. On est là et on est incorporé, donc on est presque condamné à cette perception, mais on peut aussi la maîtriser de manière stratégique, c'est-à-dire décider comment se présenter, comment se cacher aussi, parce que même se cacher, c'est une forme de mise en œuvre de notre perception sociale, etc. Alors j'en viens au dernier point. Très rapidement, la question du prestige devient aussi c'est un test pour tester l'efficacité de cette approche pour ce qui concerne l'analyse des grandeurs sociales et aussi des formes de pouvoir. Je le dis très rapidement, la définition que je propose est que le prestige est la représentation sensible du statut dans l'espace public. C'est-à-dire, c'est la hiérarchie sociale représentée sous forme sensible. Et comme ça, si on prend de la lettre cette définition, on peut comprendre pourquoi, depuis toujours, les élites et tous les chasseurs de prestige ont consacré aux arts et à la représentation publique de leur image une partie si importante de leur être au monde, de leur stratégie sociale. Et aussi, on peut lire la question des symboles des statuts, de la sémiologie du statut, du status-symbole, d'une manière encore plus, je dirais, plus radicale, parce que ça ne concerne pas simplement la façon dont on symbolise des hiérarchies, mais c'est vraiment la façon de les exprimer de manière immédiate. C'est-à-dire, par exemple, comme l'exemple que je venais de faire, la voix aristocratique dont on parlait, d'apprendre à parler sous un ton bas et régulier, etc. Ce n'est pas une représentation symbolique, c'est justement le façonnement sensible d'une forme de l'être au monde. Voilà. Bon, merci à vous tous aussi pour avoir respecté plus ou moins les temps du prise de parole. Et bien évidemment, la prise de parole. Je vais remercier les intervenants.
je constate qu'en fait, cette première discussion a donné lieu juste aux différents qui étaient visibles à un lecteur comme moi. Avant, je dirais qu'il y a deux pôles sur lesquels les différences s'articulent de manière plus ou moins forte, c'est-à-dire l'opposition entre la dimension universelle et la dimension historique, et même à l'intérieur de cette dimension, de chacun de ces deux pôles, on pourrait redoubler l'opposition et dire est-ce que l'universel est vraiment universel absolu, ou on pourrait historiciser, ou est-ce que où est-ce qu'il faut faire l'histoire, quel est l'élément qui produit l'historicité de cette grandeur, d'un côté, et l'autre opposition, bien évidemment, c'est l'opposition entre pathologie et physiologie, bien et mal. Je dirais, tout d'abord, je ne sais pas si quelqu'un veut déjà répondre. Avant que je pose une question ou des questions, je peux peut-être laisser la parole aux réponses ou à quelqu'un qui voudrait rebondir directement sur l'intervention des autres, peut-être. Oui, alors moi je veux bien réagir, mais alors vraiment je vais le faire rapidement, rebondir comme on dit sur donc ce qui a été dit sur les trois. Alors évidemment vis-à-vis par rapport à ce qu'a dit Nathalie, je ne peux pas évidemment tout à fait laisser passer l'affirmation sur laquelle il n'y a pas de sens à faire l'histoire d'un phénomène. En tant que, non, enfin à essayer de voir quand est-ce qu'un phénomène apparaît. Tu as dit que tu étais sceptique par rapport à l'idée. Pas quand un phénomène apparaît. Enfin bon, pas laisser ta phrase, mais enfin bon. Il apparaît avant l'autre. Oui, voilà, dire qu'un phénomène apparaît avant ou plus tôt que. Bon, mais voilà, non, mais la question n'est pas tellement la question de l'antériorité, c'est la question. Non, moi je suis historien, et donc la question effectivement de dater l'apparition d'un phénomène, évidemment pour moi c'est une question qui justement fait sens au contraire. Donc là-dessus je suis obligé de réagir. Et pourquoi ça fait sens? C'est pas simplement parce que je suis historien et que je me dis oh là là je veux connaître la date là, précisément la célébrité quelle date. C'est pas ça la question. La question c'est qu'en faisant l'histoire, prenant une durée un peu plus longue et en faisant l'histoire d'un phénomène, il me semble aussi qu'à l'inverse on peut non pas dater un phénomène par rapport à un autre, mais échapper à une forme quand même de myopie contemporaine qui est portée justement par le discours médiatique, par le sens commun. Vous savez, on vit dans un monde qui est quand même assez privé de sens historique, et c'est la spécificité de la modernité, a fortiori de l'hypermodernité, de croire que ce qu'on vit est toujours absolument nouveau. Et donc, cette forme c'était l'inverse autrefois. Dans les sociétés anciennes, on croyait que tout ce qu'on vivait était très ancien. Et maintenant, on croit que tout ce qu'on vit est absolument nouveau. Et le problème, c'est évidemment quand les sciences sociales redoublent cette forme de naïveté en se privant justement du regard historique. Or, si on prend cette durée, qu'est-ce que ça déplace? En fait, c'est ça la question. Qu'est-ce que nous, en tant que chercheurs, historiens, philosophes, sociologues, en quoi ce qu'on peut montrer permet de regarder les phénomènes sociaux autrement que de la manière dont ils sont spontanément regardés? Et c'est là donc le petit, parce qu'on a pas mal de points d'accord, comme l'a rappelé Nathalie, mais point de désaccord, c'est que si on considère que le phénomène vraiment marquant d'aujourd'hui, c'est la visibilité, et que c'est un phénomène qui est récent puisqu'il est lié à l'émergence des phénomènes, des techniques en fait, de reproduction massive de l'image. On prend un risque qui est effectivement de retomber dans ce discours effectivement du caractère absolument nouveau et d'une explication presque exclusivement indexée sur la causalité technologique. Et qui est un des grands discours justement que les sociétés contemporaines tiennent sur elles-mêmes. Alors, ce n'est pas pour défendre la célébrité contre la visibilité comme notion, mais les deux ont leurs apports, c'est évident. Mais avec la célébrité et en montrant que toute une série de mécanismes apparaissent dès le XVIIIe siècle et sont pensés et sont réfléchis dès le XVIIIe siècle, on peut à la fois, enfin à mon avis,
montrer que ces phénomènes ne sont pas uniquement liés à des transformations technologiques et notamment à la transformation de l'image, mais sont liés à des phénomènes beaucoup plus larges qui sont ceux de ce qu'appelle, je ne suis pas le seul évidemment, les plus anciens, la publicité, c'est-à-dire un certain type de circulation, de formes de communication et de circulation médiatique qui ne sont pas spécifiques à l'image, dans laquelle l'image évidemment joue un rôle, mais dans lequel le nom joue un rôle extrêmement important. D'ailleurs, aujourd'hui, je pense que la visibilité, je pense que tu ne peux pas l'observer à l'état pur. C'est-à-dire que la circulation des images, et par exemple des visages et des portraits, elle n'a de sens que si elle est accompagnée de discours et de noms, c'est-à-dire que de noms propres et de discours sur les noms propres. Enfin, je suis sûr que vous ne l'avouerez pas, mais vous lisez tous la presse People, et si vous prenez n'importe quel numéro Si, je sais que vous lisez la presse People, ne me regardez pas avec cet air d'étonnement. Quel que soit, d'ailleurs, il y a plusieurs variantes, mais il n'y a jamais, ce ne sont pas juste des galeries de portraits. C'est toujours accompagné de discours, d'anecdotes, de récits, de noms propres. Donc le dispositif de la visibilité au sens strict, c'est-à-dire de l'image, parce qu'on peut avoir une définition un peu plus large d'ailleurs de visibilité, à mon avis, il ne prend son véritable science sociale qu'intégré à ce dispositif plus large qui est celle de la notoriété publique d'un individu dans lequel la visibilité de son image est un élément, mais un élément dont j'aurais tendance à penser qu'il est difficile de l'autonomiser. Le deuxième point, mais qui est absolument lié, qui réagit plus à ce que disait Barbara, mais il est lié à cette question de la publicité, c'est que il me semble que tu disais la physiologie de la socialité essentielle, c'est la communication, le fait qu'on est toujours confronté à l'image des autres. Alors ça, j'en suis absolument d'accord. Avec la célébrité, ce que j'ai essayé de creuser, c'est une distinction à l'intérieur de cette physiologie entre socialité et publicité. Parce que c'est une chose d'être confronté à l'image de l'autre dans le face-à-face. Ici, on se voit les uns les autres, on est confrontés, voilà, je ne suis pas venu en robe de chambre, je me suis dit qu'évidemment mon prestige aurait pu en souffrir, mais néanmoins vous pouvez m'interrompre, m'arrêter, me répondre, etc. Si vous étiez en train de me regarder à la télévision, la relation d'interaction serait extrêmement différente. Et donc cette idée que le rapport, que la forme de communication médiatique, c'est-à-dire d'une interaction qui est une interaction unilatérale, différé, à distance, introduit un type de réaction et un type de communication qui est différente de la relation du face-à-face, de la relation d'interaction, de la communication physique, de la conversation. Ça, je crois que c'est un élément important dont les historiens ont essayé de prendre la mesure sur le plan, disons, des transformations politiques, par exemple. Il y a eu beaucoup de travaux pour ma période, donc sur le XVIIIe siècle, sur le rôle de l'imprimé, de la presse, etc. Mais beaucoup moins sur la question justement de la gestion des notoriétés et des célébrités. J'aurais d'autres choses à dire, notamment sur l'historicité de la réputation, parce que les historiens connaissent bien par exemple la question de l'honneur, etc. Je me demandais si dans ton livre, des phénomènes plus anciens de réputation très structurés, par exemple comme l'honneur dans les sociétés anciennes, est important, mais voilà, je ne veux pas trop mobiliser la parole. Je ne sais pas si tu veux aller suivre l'ordre. Voilà. Alors, je n'ai évidemment pas dit que ça ne sert à rien de dater l'apparition d'un phénomène. Ce que je conteste un petit peu, c'est la pertinence d'une réflexion en termes de ça a déjà existé avant. Alors, toi, tu te plains de ce que les sociologues croient que les trucs viennent d'arriver et n'aient aucun intérêt pour la longue durée, seulement les sociologues non éliassiens. Mais moi, je me souviens de Bourdieu disant, écoutez, quand je préparais ma thèse avec lui sur l'histoire du statut d'artiste, il me dit, méfiez-vous, vous aurez toujours un historien qui viendra vous dire, mais le statut existait déjà avant. Bon, voilà. Donc, si tu ça Bourdieu fait... tu te remets à citer Bourdieu comme référence, tout va bien. Toutes les armes sont bonnes. Hein. Mais il n'avait pas tort, pour une fois. C'est vrai qu'il y a toujours, il appelait ça, je crois, la régression à l'infini. Hein, il y aura toujours... Bon. Alors, simplement, on a raison tous les deux et on a tort tous les deux, si tu veux, au sens simplement où je pense que le point commun de
problème dans cette façon d'aborder les choses, c'est de penser que c'est le même phénomène. Bon, c'est simplement parce qu'on met le même mot qu'on va avoir le même phénomène. Et c'est là où ce qui est intéressant, je le répète, c'est d'analyser, de décomposer de façon analytique ce qu'on met sous un mot qui subsume une catégorie pour essayer simplement de voir en quoi ça diffère et en quoi ça continue. Et à ce moment-là, on peut faire un vrai travail généalogique et on peut voir les moments où les mutations s'opèrent, et notamment une mutation fondamentale qui est celle de la normalité du phénomène. Dans mon travail sur le statut d'artiste, évidemment, il a fallu sortir de cette idée qu'à une définition artisanale succède une définition professionnelle puis une définition vocationnelle pour comprendre que ce sont trois idéal types qui apparaissent tous à différentes époques. Simplement, il y a une époque où un certain des trois idéal types est dominant. Et c'est ça qui est important. Il devient la norme et non pas l'exception. Bon, voilà. Donc, je pense que c'est cette décomposition qu'il faut faire. Et à ce moment-là, on voit bien comment l'arrivée de certaines technologies peut produire des mutations importantes dans un phénomène qui entraînent des discontinuités beaucoup plus marquées qu'auparavant. Toi, tu te méfies de la surestimation de la technologie dans les interprétations qui penseraient qu'un phénomène provient uniquement d'une cause technologique. Déjà, quand j'entends le mot « uniquement », je dis on n'est plus dans la recherche, on est dans l'idéologie. Parce que quand on travaille en sciences humaines et sociales, la multicausalité doit être la règle et la monocausalité l'exception. Donc dès qu'on entend « uniquement », c'est qu'on ne travaille pas bien. Tu ne l'as pas dit, tu le fais dire à des sociologues qui sont probablement des mauvais sociologues, ceux qui prétendraient que seules les causalités technologiques entrent en jeu. La mode aujourd'hui est un petit peu inverse et on vient à dire mais non, la technologie n'a aucune importance parce qu'une technologie qui ne serait pas portée par des habitus, des dispositions collectives, des attentes n'aurait aucun effet. La vérité est entre les deux. Il y a à la fois des dispositions collectives qui permettent de donner certaines places à des inventions technologiques et il y a des inventions technologiques qui entraînent des mutations. Voilà, c'est simplement une articulation entre les deux et je pense que nous sommes d'accord l'un et l'autre pour dire que certains éléments propres à la célébrité existaient bien évidemment avant l'apparition des instruments modernes de technologie de reproduction de l'image, mais que l'apparition de ces instruments ont opéré des mutations qui font que la visibilité a pris une place centrale dans la célébrité. Et là-dessus, quand même, je précise une chose, je n'ai jamais dit qu'il y avait la visibilité toute seule. J'ai toujours précisé dans mon livre qu'il n'y a pas de capital de visibilité sans qu'au visage soit associé le nom propre. Et j'ai montré notamment dans l'apparition des mannequins comme détenteurs d'un capital de visibilité à partir des années 1980, que tant que les mannequins n'étaient pas nommés, elles n'avaient pas de capital de visibilité. Et donc le visage ne suffit pas à faire la visibilité. Il faut bien évidemment qu'il soit référé à un nom propre et aussi à des discours, des récits, comme tu l'as rappelé très bien. Voilà. Alors, d'un côté, j'avais une réponse qui fait voir bien, à mon avis, là où se situe la différence d'approche entre l'approche philosophique et l'approche plus discontinuiste, et la question de l'ambivalence, qui est un point qui vous est commun. L'idée que la célébrité ou la visibilité soit une grandeur qui, en même temps, est liée à la positivité de l'intensification du statut social, etc., mais qui est perçue et vécue comme une souffrance, comme un poids. Et alors, déjà, la familiarité avec la tradition philosophique me fait penser en lisant les stoïciens, les épicuriens, etc., c'est la lamentation contre le poids de la gloire et de toutes les grandeurs qui dépendent de la reconnaissance des autres est un peu un topos, parce que c'est lié justement, comme Gloria le disait, au fait qu'on ne peut pas maîtriser la reconnaissance parce qu'elle est toujours liée à l'arbitre et aussi aux conditions de la reconnaissance elle-même. Alors, d'ici, je propose une lecture du phénomène qui est liée au fait que l'image de soi, notre figure publique, comme Antoine l'appellerait, est une partie de ce que Hegel appelait l'esprit objectif. C'est-à-dire c'est quelque chose qui fait partie de notre esprit et qui en même temps s'objectivise dans le monde parce qu'il est créé dans l'interaction sociale et qui à un certain moment s'autonomise et qui a envie à soi.
c'est la vie de l'image. Pensez à l'image de Marilyn. Elle est morte, l'image est encore là, elle se reproduit, elle est manipulée, elle est diffusée dans l'espace public et reste après nous, après les passages dans le monde de l'individu même qui l'a produite dans l'interaction avec les autres. Et c'est un mécanisme qui est vraiment fait partie de la production de la culture et justement de ce qui concerne notre visibilité, notre apparence publique. Et c'est un mécanisme qu'il faut d'un côté décrire, le philosophe social est là, ou le sociologue aussi pour l'analyser avec ses instruments, et on comprend aussi pourquoi la philosophie morale a toujours décrié ces phénomènes, parce que Rousseau là a été probablement la figure emblématique, parce que le détachement de l'image, quelque chose qui fait partie de notre identité, qu'on ne peut pas contrôler, est perçu comme une tragédie. Je pense que c'est une expérience qui est commune à tout le monde. Et la philosophie romantique, avec son accent sur l'individualisme, sur l'authenticité, a exaspéré ces phénomènes jusqu'à en faire une philosophie morale en soi. De dire que ce qui n'est pas l'image est bon et ce qui est l'image, par contre, est faux, etc. Et que je pense qu'un bon point de départ, c'est de se débarrasser de cette façon de concevoir les choses qui désormais date vraiment de 2 siècles et qui commence à faire voir ses limites, parce que sinon on ne comprend pas pourquoi les gens recherchent la visibilité, les publics de reality shows, etc. Qu'est-ce qu'ils sont là pour faire? Ils sont seulement les dupes du capitalisme qui a créé des subjectivités malades. Ils sont là parce qu'ils ont un rapport problématique avec ces dimensions. L'autre petite remarque, c'est une réponse à Antoine sur la question de la différence entre le face-to-face et l'interaction, disons, en présence et l'interaction médiatisée. C'est très vrai, je suis tout à fait d'accord. Et finalement, par exemple, si on pense à Facebook, c'est un dispositif qui pourrait être lu avec les catégories de Goffman. C'est finalement une forme de présentation de soi qui est, mais dans laquelle les côtés des coulisses est énormément plus contrôlé parce que justement, il ne s'agit pas d'une interaction face-to-face. Et qui donc a donné un rôle beaucoup plus élargi à la question médiatique. Je pense que, par exemple, un bon usage une bonne lecture esthético-sociale des catégories dont tu fais usage dans ton livre, c'est que, par exemple, le public. Qu'est-ce qu'est un public? Un public pourrait être défini comme un groupe, une communauté qui est réunie par une expérience esthétique commune. Par exemple, par le fait de voir ou d'écouter les mêmes choses. Le public d'un chanteur écoute la même musique. Même s'ils ne sont pas en présence physique les uns avec les autres, ils sont rassemblés par le fait d'être, disons, réunis par un organe collectif sensoriel commun. C'est une proposition pour utiliser l'approche esthético-sociale à Je voulais réagir aussi. D'abord, je suis tout à fait d'accord avec Nathalie sur le rôle des nouvelles technologies. Ce n'est pas que ce phénomène a été créé par la montée de toute une série de technologies de reproduction, mais c'est vrai qu'on est face à disons, une transformation de notre rapport à notre image qui probablement est basée sur des dispositions, justement, qui étaient là depuis toujours, enfin, ou historiquement, qui se sont... Mais ce moment historique, disons, rend magnifique d'une façon spectaculaire, enfin. Et je pense que... en tant que philosophe qui s'est intéressé... moi, j'ai un problème aussi, je vais vous dire, juste avouer un morceau de mon autobiographie. C'est les 2 choses qui m'intéressent dans la vie, c'est l'épistémologie et l'autobiographie. C'est les 2 thèmes sur lesquels je publie normalement. Et en fait, en tant qu'étrangère dans un pays, la chose qui est comme la France, quand je suis arrivée, la chose qui est plus... C'est pour ça que je me suis intéressée à la réputation. La chose qui est plus choquante, c'est que tous les poids, toutes les réputations, toutes les autorités que vous aviez chez vous ne vont pas à l'étranger. Donc, j'arrive à 24 ans projetée à l'école polytechnique. Je gagne une bourse postdoc à l'école polytechnique. Ici, c'était comme, je ne sais pas, être arrivé dans l'Olympe. Et pour moi, c'était l'équivalent de l'école Politecnico di Milano. Enfin, c'était une école polytechnique pour un philosophe. En plus, c'était un peu pas... Donc, heureusement, il y avait les livres de Bourdieu sur la noblesse d'État pour m'expliquer le rôle de ces institutions dans ces pays. Parce que pour moi, je n'avais pas... Puis, je suis aujourd'hui dans un laboratoire de recherche qui est situé à l'école normale.
Là aussi, enfin, moi je suis de Milan, oui, il y avait des gens qui allaient étudier à Pise à l'école normale, mais pour nous c'était un peu, voilà, les gens qui ne restent pas chez eux. Je veux dire, nous à Milan on a 13 universités, on ne va pas aller jusqu'à Pise pour étudier. Enfin, je veux dire, donc, moi, et en plus normalement après l'école normale de Pise, il restait des chômeurs, enfin, ils n'avaient pas de... Donc c'était pas si prestigieux que ça. Enfin, l'école normale, que je dis à mon père, l'école normale, il dit, ah mais non, comme les gens qui vont à Pise en Italie, mais c'est pas bien ça. Enfin, donc vous avez un paysage réputationnel qui est, chacun chez nous né avec un paysage réputationnel. Et là, il est complètement bouleversé. Donc, vous êtes, disons, l'acteur parfait, enfin, l'acteur, disons, intellectuel parfait pour étudier ce phénomène. Parce que rien, en fait, mon premier, par exemple, cas d'étude, parce que j'alterne, disons, de l'épistémologie des cas d'étude, c'était le vin, parce que je ne connais rien au vin. Et comment la réputation du vin se construit, étant donné que, justement, je l'ai fait plutôt sur le vin italien, sur le vin français, sur le vin californien, parce que sur le vin italien, j'avais déjà, disons, des biais. Donc, si vous voulez, ici, j'ai étudié ce phénomène et je pouvais voir monter, descendre des réputations. À cause de ça, au début des années 2000, même si j'étais une philosophe plutôt sérieuse, analytique, j'ai commencé à m'intéresser aux nouvelles technologies. Et tu dis aujourd'hui que c'est l'explication la plus évidente. Mais penser que les nouvelles technologies étaient importantes pour expliquer quelque chose de la société, au début des années 2000, ça semblait complètement idiot. Enfin, mais non, c'est un truc complètement qui va passer dans quelques années. Donc, en fait, je pense que là, on est devant une révolution qui est de la portée du néolithique, enfin, en termes de portée culturelle, et qu'on n'est qu'au début. Donc, les révolutions, disons, de la portée du néolithique, ça veut dire que c'est des révolutions qui sont à la fois culturelles et cognitives. Donc, quelque chose vraiment va changer. Je n'arrive pas à faire la New Age californienne qui pense à la singularité, on va tout sauter et devenir nos images et nos réputations deviendront plus importantes que nous-mêmes et on vivra tous dans des systèmes opératifs. Je ne pense pas à ça, mais quand même, je pense que c'est une évolution du genre néolithique. Enfin, donc, et donc voilà, je suis tout à fait d'accord avec Nathalie sur l'importance du cadre technosocial du moment. Juste, j'ai pris énormément de temps, mais c'était pour des anecdotes, comme ça c'était plus léger. Et une chose, sur l'honneur, je suis tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, mon livre touche à la question de l'honneur et à l'histoire aussi de cette nation. Si tu veux, il y a deux grandes relations. Les épistémologues rendent les choses très simples parce que tout est simplifié. Il y a deux grandes relations qui expliquent les interactions sociales, les relations d'échange et les relations de différence. La société de l'honneur est basée sur les relations de différence, donc tu es content de te baisser pour faire monter quelqu'un. La société moderne et toute la tragédie de la modernité, même en littérature, les grands protagonistes de mon livre, d'ailleurs, c'est plutôt des personnages de la littérature, Gatsby, Don Fabrizio du Guépard, etc. C'est la transition des relations de différence aux relations d'échange, enfin. Et donc, où tu attends qu'ils sont beaucoup plus égalitaires. On est dans une société, si tu veux, plus égalitaire, parce que les gens te donnent quelque chose, mais s'attendent quelque chose derrière. Et qu'est-ce que c'est cette relation bizarre où tu donnes quelque chose à Madonna, un like, etc., et elle ne te donne rien de l'autre côté. C'est bizarre. D'ailleurs, ça a été bien démontré, dernier point, que ce n'est pas si... dissymétrique. Enfin, il y a pas mal de modèles qui montrent qu'à un certain moment, tu as besoin d'un peu de réciprocité. Je pense à Roger Gould, je pense en France à Gianluca Manzo, Delia Baldassari, sociologue à New York. Enfin, l'idée qu'à un certain moment, Robert Merton avait déjà posé la question, pourquoi les hiérarchies winner takes it all, d'effets cumulatifs n'arrivent jamais à vraiment un seul et tout le reste en bas? Parce qu'à un certain moment, tu dois un peu réciproquer. Enfin, si tu continues à dire Madonna est fantastique, etc., et elle jamais te fait un petit geste type We love you, ou quelque chose comme ça, comme les fan clubs sont faits pour ça, à un certain moment, tu en as marre. Au moins, ça, c'est une hypothèse qui aujourd'hui existe en sociologie, et c'est très intéressant. Je voulais réagir à ce que disait Barbara et en profiter pour poser une question à Gloria. Ce topos de la lamentation, comme tu dis, c'est très bien vu. Ça me paraît absolument central dans notre sujet commun. C'est ce que j'essayais de dire à la fin de mon petit topo sur la question de la normativité, à savoir que nous arrivons sur un objet qui est déjà
absolument imprégné de pensée critique. Bon, et c'est le grand problème, à mon avis, de la sociologie, mais aussi de la philosophie, de l'histoire, etc. D'ailleurs, à ce propos, je te repose, Barbara, une question que je t'ai déjà posée, mais la réponse n'était pas claire pour moi. Pour moi, la grande opération épistémologique de sortie de cette pensée critique à propos de la question de la dépendance à l'égard du jugement d'autrui, c'est le magnifique livre de Todorov, La vie commune, en 1995, qui pour moi a été une révélation et qui m'a permis de travailler sur les prix littéraires et la question des écarts de grandeur. Et il m'a toujours semblé que tu étais un tout petit peu réservé par rapport à l'apport de Todorov. J'aimerais bien qu'on en reparle parce que pour moi, ce qui a été fondamental, c'est que, évidemment, il prend le contre-pied de cette lamentation face à la dépendance à l'égard du regard d'autrui en montrant à quel point il est important et constitutif de l'anthropologie humaine de dépendre d'autrui, mais il le fait non pas tant d'une manière critique par rapport au sens commun, que d'une manière critique par rapport à la pensée savante, par rapport au discours savant de disqualification de la dépendance à autrui. Et ça me paraît être une différence fondamentale, à savoir que notre travail de chercheur en sciences sociales ne doit, ou en sciences humaines, bon, en tout cas pour les sociologues c'est clair pour moi, ne doit pas être de prendre le contre-pied du discours de sens commun, ce n'est pas notre objet. Il doit être éventuellement de critiquer le discours savant, c'est-à-dire nos propres collègues, lorsqu'on estime que leur approche ne nous permet pas de travailler sur le sens commun. Mais l'idée que notre rôle serait de critiquer les illusions du sens commun me paraît une conception assez archaïque et assez nous conduisant à des prises de position qui relèvent beaucoup plus de l'opinion que de la production d'un savoir. Bon. Et donc justement, je pense que pour prendre le contre-pied de ce que tu dis sur le topos de la lamentation, il faut vraiment se donner une règle assez forte, une règle épistémique qui consiste à dire on n'est pas là pour critiquer l'homme de la rue quand il déplore la prégnance de la publicité dans nos vies. Si on doit critiquer, c'est uniquement ceux de nos collègues qui auraient, et il y en a beaucoup, qui auraient une approche pas très intéressante du sujet. En revanche, pour ce qui est de la constante répudiation par le sens commun de la pertinence de la réputation, de la gloire, du regard d'autrui, de la célébrité, de la visibilité, notre travail consiste à comprendre les raisons de cette lamentation perpétuelle. Et pour les comprendre, il me semble qu'il faut simplement arriver, enfin simplement, c'est une façon de parler, arriver à expliciter le soubassement axiologique qui donne sens à cette lamentation. Or, qu'est-ce que c'est que ce soubassement axiologique? Nous l'avons tous dit parce que nous l'avons travaillé, c'est la valeur d'authenticité, qui a une histoire, qui a des formes tout à fait particulières par rapport auxquelles le personnage de Rousseau a été un moment fondateur, etc. etc. Bon, il me semble que seule une axiologie bien formée de la question de l'authenticité permet non pas de prendre le contre-pied de la lamentation sur la prégnance de la publicité, mais de comprendre les raisons de cette lamentation et de l'étudier. Et à ce moment-là, il me semble qu'on peut aborder autrement la question que pose Gloria, qui est finalement, tu te poses la question à juste titre de pourquoi est-ce que la réputation est tellement importante au point que Jean-Claude Roman, etc. Bon. Mais pourquoi ne pas prendre le contre-pied, la question inverse, et se demander pourquoi en irait-il autrement? Pourquoi serions-nous à ce point indifférents au regard d'autrui que nous accepterions d'être considérés comme des moins que rien, etc., etc. Et à ce moment-là, on pourra mieux mettre en évidence ce soubassement, cette impensée axiologique qui fait que pour nous aujourd'hui, la prégnance de la réputation paraît quelque chose de quasi pathologique au point qu'on ne le pose que sous la forme d'une question à résoudre, de quelque chose à expliquer. Mais dès lors qu'on pose une question sous la forme de « il y a un mystère, il faut l'expliquer », on considère que la chose ne va pas de soi et donc qu'elle n'est pas naturelle. Il me semble qu'il faut renverser les choses et se demander à quelles conditions est-ce qu'elle peut paraître naturelle et finalement, est-ce qu'il s'agit bien d'expliquer la prégnance de l'idéal de bonne réputation? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux essayer de comprendre, c'est-à-dire d'expliciter les raisons sous-jacentes et donc les fondements axiologiques de cette
constitution de la recherche de réputation comme une pathologie. Voilà, on en arrive au même point, mais je pense que c'est important de bien préciser les chemins par lesquels on arrive à étudier ce genre de choses. 3 points. Premièrement, la technologie, parce qu'on revient quand même sur la question de la technologie. Je ne voudrais pas non plus qu'il y ait de malentendus. Je ne néglige pas et ne nie pas les explications par la technologie. Ni par la technologie contemporaine, même si je pense qu'il est un peu tôt pour en connaître les effets. Et bon, depuis le néolithique, il y a eu quand même aussi un certain nombre de transformations dont certaines n'ont pas été tout à fait sans conséquences. Prenons l'imprimé, par exemple, parce que justement pour la question de la réputation et de la célébrité, c'est pas tout à fait indifférent. Voilà, une parmi d'autres. Donc on verra en fait. Il faut un peu de recul. Mais en tout cas, plus sérieusement pour la question de la technologie, je le reconnais tout à fait. Je pense qu'il y a des mutations, des inflexions. D'ailleurs, ce que tu disais tout à l'heure. L'idée que un phénomène soit la célébrité, qu'il y ait une mutation à la fin du 19e siècle. C'est d'ailleurs pour ça que moi j'ai arrêté le livre à la fin du 19e siècle et la toute fin s'appelle Vers un nouvel âge de la célébrité. Je dis qu'avec la photographie, puis plus tard avec le cinéma, je m'arrête parce que d'abord c'est des choses qui sont mieux connues, sur lesquelles il y a eu des travaux et qu'effectivement on entre dans un âge de la célébrité, un nouvel âge de la célébrité dans lequel les processus de visibilité que tu as bien étudiés sont beaucoup plus importants. Donc là-dessus, on est tout à fait d'accord. De même, je pense que ce qui apparaît, si je date les phénomènes de célébrité du XVIIIe siècle, c'est justement parce qu'il y a un certain nombre de mutations qui sont à la fois des mutations sociales, avec notamment le phénomène, l'émergence des grandes villes, grandes métropoles, des phénomènes culturels, c'est l'alphabétisation notamment, très important, donc l'existence justement de publics, des phénomènes économiques avec des grandes entreprises éditoriales, avec les spectacles privés dans les grandes villes, etc. Et puis des phénomènes technologiques, par exemple, la transformation technologique très profonde de la reproduction des images gravées, qui fait que déjà, à la fin du XVIIIe siècle, des gens comme Benjamin Franklin, comme Rousseau, voient leur image circuler très largement dans l'espace public. C'était quand même beaucoup moins le cas aux périodes antérieures. Donc, je pense que voilà, il y a des inflexions et il y a des moments où il est important de marquer, de dater ces inflexions. Et alors, on le voit bien, y compris d'ailleurs pour cette question du discours critique, parce que justement, en travaillant sur le XVIIIe siècle, ce que j'ai vu apparaître, c'est que justement tout le discours critique sur la célébrité, qui certes s'est intensifié aujourd'hui, mais il apparaît au XVIIIe siècle. Le mot apparaît, l'idée de nommer ce phénomène nouveau. Alors je ne vais pas développer ça, mais on peut y revenir dans la discussion. Dans le livre, j'ai essayé de montrer que justement, il existait auparavant des phénomènes de gloire et des phénomènes de réputation qui existaient, qu'en revanche, ce phénomène de la célébrité, qui est lié à l'émergence d'un public et d'un espace public, c'est un phénomène nouveau qui est perçu et qui est décrit comme nouveau et qui est en partie critiqué aussi comme nouveau. Mais à partir du moment où on montre cette émergence, d'une part, il ne s'agit pas de critiquer le discours contemporain, mais d'en montrer des racines beaucoup plus anciennes, et de comprendre aussi, par exemple, que le discours d'authenticité de Rousseau n'est pas forcément un discours premier qui serait la base normative sur laquelle s'appuient aujourd'hui les critiques des phénomènes de célébrité, mais qu'il est lui-même en partie une réaction, d'ailleurs c'est une idée que je dois assez largement à Barbarin, mais il est en partie lui-même une réaction à un premier phénomène de multiplication des médiations, des images, de la célébrité. Donc ça, c'est assez important pour comprendre qu'on n'a pas simplement une base normative qui permet ensuite de critiquer ou de justifier des dispositifs sociaux, des dispositifs sociotechniques, mais que l'histoire de la philosophie elle-même, elle n'est pas en dehors, elle est très largement prise dans ces transformations. Moi, je me suis beaucoup appuyé sur, par exemple, un sociologue, pour moi, est très important pour comprendre la notion de public, c'est Gabriel Tarde. Mais Gabriel Tarde lui-même, je l'utilise, si vous voulez, comme référence théorique, mais je m'aperçois très bien que le questionnement qui est le sien au tournant du 19e et du 20e siècle, il est lié justement à un point d'acuité en fait, d'évolution de la presse et des dispositifs de la médiatique de la presse. Donc, vous voyez, c'est ces interactions qu'on peut un peu mieux étudier si on essaye de dater les phénomènes. Et puis, mon dernier point, c'est ça rejoint une discussion qu'on avait un peu plus tôt sur les questions d'admiration.
parce que effectivement, avec la question de la... Il me semble qu'il faut distinguer des choses. Du côté de la grandeur, et notamment que tu avais fait sur Van Gogh, de la figure donc de la grandeur, on a quelque chose qui est de l'ordre effectivement d'un régime d'admiration. C'est quelque chose qu'on a aussi dans la figure du grand homme, hein, ou du héros, et qui est très clairement associé à la notion de gloire. On est du modèle de l'admiration. Avec la réputation, on est plutôt dans des phénomènes, je pense, évaluatifs, en fait, qu'il faudrait donner comme ça. Il s'agit d'évaluer un individu, hein, de le juger et de faire circuler en fait des éléments d'information qui permettent de le juger. Et ça, je pense que c'est des phénomènes qui avaient une importance tout aussi grande dans des sociétés à technologie infiniment moins développée. Hein. La société villageoise, par exemple, était une société où la réputation pouvait, au Moyen-Âge, la fama, c'est-à-dire la réputation, avait un élément judiciaire. Si vous avez mauvaise réputation, vous pouviez être condamné uniquement sur votre mauvaise réputation. C'était les enquêtes de fama. Donc la réputation avait joué un rôle peut-être même encore plus grand qu'aujourd'hui, où finalement, si on est riche, on peut assez bien se passer de sa réputation, donc il faut faire attention. Mais la célébrité, telle que j'ai définie, c'est encore un autre ressort, c'est le ressort de la curiosité, qui est un ressort qui, au fond, est assez intéressant parce que dans ce qui produit comme rapport entre le public et des gens célèbres, ça ne passe pas forcément par l'admiration, ça ne passe même pas par la question de porter un jugement bien ou mal. D'où le fait que les célébrités peuvent être aussi bien, on peut très bien être extrêmement curieux de la vie des célébrités tout en pensant que c'est des gens sans valeur, tout en s'en moquant. Ce qui fait que le rapport aux célébrités est un rapport beaucoup plus ambivalent et ambigu, y compris de la part du public, hein, que le rapport d'admiration porté vers les grands auteurs, les grandes figures, etc. Alors, encore une fois, trois petites réponses. La première est justement à la question de Nathalie. J'avais consacré à Todorov l'intervention pendant la journée d'Ukral il y a un an. Donc, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué, que je connais bien. Ce qui probablement fait je le cite toujours dans mes travaux, mais dans mon parcours biographique, je l'ai découvert après avoir découvert d'autres livres qui parlaient de la même chose et qui m'avaient frappé, qui était Axel Honneth, qui avait déjà publié son grand livre à la fin des années, au début des années 90, et aussi un petit classique, mais qui est très, très peu connu, de Arthur Lovejoy, l'historien des idées, qui avait consacré un petit livre très, très, très bien fait sur la notion d'approbatisme, c'est le désir d'approbation dans la philosophie moderne de l'âge classique. Et moi, j'ai travaillé sur cette période et j'avais découvert la problématique sous la forme de ce livre. Donc, Todorov s'est inscrit dans un parcours qui était déjà entamé d'une certaine manière. Cela dit, par rapport à toutes ces trois interprétations, Honneth, Todorov et aussi Lovejoy, qui insistent beaucoup sur les côtés que j'appellerais roses, positifs de la question de la reconnaissance, c'est les besoins d'estime, c'est les besoins d'amour. Moi, j'ai plutôt un penchant pour la pensée noire des moralistes et des auteurs comme Hobbes, qui ont insisté aussi sur le côté noir de cette passion. Par exemple, la quête de visibilité, ce n'est pas quelque chose qu'on peut seulement résoudre dans la question de la quête d'approbation, mais c'est vraiment une forme de... C'est une passion qui aurait plu vraiment aux anthropologues, aux moralistes français, à La Rochefoucauld, c'est une question d'amour-propre, et qui, à mon avis, va intégrer dans les modèles anthropologiques, parce que sinon, on n'arrive pas à donner voix aux motivations différentes qui sont à la base. Et c'est pour cela, par exemple, que j'ai choisi le titre apparence, parce que c'est un mot qui a été énormément marqué par la pensée critique et qu'à mon avis, il fallait libérer de cette forme de préjugés qui le... Tu aurais pu choisir le rose et le noir, qu'on pourrait donner d'ailleurs comme titre à cette séance. Oui, oui. Une deuxième question concerne la question du talent, c'est-à-dire l'idée qui vous est commune que la célébrité est une grandeur illégitime par rapport à la gloire, par exemple, parce qu'elle n'est pas liée au talent. Ce qui, à mon avis, n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il faut un talent énorme. Par exemple, les acteurs, pour apprendre à être visibles, pour être dans les endroits publics, il faut, etc., pour être un people. Tout le milieu d'Andy Warhol était formé par des gens qui étaient vraiment des grands talents, talentueux dans ces domaines. La différence, à mon avis, concerne la dimension publique de ces talents. C'est-à-dire que dans la gloire classique, la façon dont on la connaît, dont elle est légitimée publiquement, les talents étaient consacrés à la vertu publique.
on était on mourait à la guerre parce que ça, c'était la vertu pour la patrie et ça donnait, disons, ça s'intégrait dans les valeurs de la collectivité. Tandis que ce qui nous gêne, c'est l'individualisme de ces talents. C'est-à-dire c'est quelque chose qui ne peut pas se légitimer par rapport aux valeurs consacrées par la politique. Il y a, au moins, peut-être quelqu'un le fera un jour, mais je pense que là, c'est un point sur lequel on pourrait réfléchir. Mais moi, je ne suis pas d'accord. On va être dans un désaccord sur ce point. En effet, cette question de la justification de la célébrité ou de la visibilité est fondamentale. Je crois qu'on est d'accord là-dessus. Le talent, qui n'est qu'une forme du mérite, le talent est la forme spécifiquement liée aux arts ou aux sciences du mérite, est une façon, en effet, de justifier un écart de grandeur que concrétise, disons, la célébrité, la dissymétrie dans la célébrité ou dans la visibilité. Ce que j'ai en fait découvert, moi, en écrivant mon livre, c'est qu'il y a une autre forme de justification de l'écart de grandeur qui n'a absolument rien à voir avec le mérite ou le talent et qui peut rendre la célébrité parfaitement légitime alors même qu'elle n'est pas indexée à un talent ou à un mérite. C'est ce que j'ai appelé la grâce et qui est un rapport très particulier à la grandeur d'autrui, qui fait que l'on reconnaît la grandeur supérieure de quelqu'un sans avoir besoin de la justifier, simplement parce qu'à cette personne a été échue la grâce d'être un grand. Voilà. Et je pense que c'est une conception très ancrée dans la culture populaire, qui est devenue assez peu compréhensible dans notre société post-révolutionnaire démocratique où la question du mérite est devenue fondamentale, mais qui est quand même, j'ai montré dans le livre de façon très rapide parce que je ne pouvais pas trop me longer là-dessus, mais la question de la grâce comme une question fondamentale dans les débats théologiques entre catholiques et protestants et à l'intérieur du protestantisme. On a vraiment une très ancienne opposition entre ces deux façons de justifier la grandeur. Et je crois qu'on tend à oublier, parce que ce n'est pas dans notre culture savante en tout cas, à quel point l'acceptation de la grandeur d'autrui simplement comme un état de fait qui n'a pas besoin d'être justifié est une posture très profondément ancrée dans une part de notre culture, même si nous l'avons un peu oubliée, et qui, me semble-t-il, a rapport avec un besoin fondamental, alors je ne dirais pas un besoin anthropologique parce que je n'aime pas les grands mots, mais enfin un besoin constant qui est l'inverse de notre besoin de critiquer, qui est le besoin d'admirer. Et je pense que autant la société démocratique met en avant l'exigence d'égalité, d'égalisation des grandeurs, etc., n'empêche qu'il reste toujours la posture absolument opposée à cette exigence d'égalité, qui est le désir ou le besoin que des êtres soient plus grands que nous et l'acceptation de ce différentiel et de cette grandeur. Et ça, je crois que c'est un élément fondamental qui explique pour beaucoup une grande part de ce rapport à la célébrité, à la visibilité, et qu'on tend à oublier parce que c'est un élément beaucoup plus rémanent, disons, et récurrent dans la culture populaire que dans la culture savante. Mais il ne faut pas l'oublier parce qu'on le voit tous les jours du temps où je lisais de la presse People pour préparer la visibilité. Il y a vraiment... Alors, on a aussi, bien sûr, la demande de contrepartie, ce que tu disais, Gloria, de réciproque. On ne dit pas que ça comme ça, mais peu importe, de justification. Mais en même temps, et c'est ça quand même l'extraordinaire plasticité de l'esprit humain, on a à la fois ces deux tendances absolument opposées, absolument contradictoires, qui sont à la fois la demande d'égalisation, de réciprocité, d'échange, et en même temps la demande de déférence. Et les deux sont coprésentes, y compris dans nos propres esprits. Voilà. Et c'est, à mon avis, la tension entre ces deux attentes, ces deux demandes, qui fait l'objet du caractère si critique des écarts de grandeur en général et de la célébrité en particulier. Et je pense que l'erreur serait de vouloir les réduire à l'un ou à l'autre. La coprésence des deux est un élément fondamental, il me semble. Moi, je voulais juste intervenir, mais puis il faudrait vraiment laisser la parole à la salle qui est épuisée. Et sur les talents, d'abord,
je trouve que dans vos approches, par rapport disons, à la structure que je vois sous-jacente à la création de phénomènes de célébrité, dont je ne suis pas une experte, mais ça m'intéresse vraiment de comprendre les mécanismes là. Vous voyez un public d'un côté et la célébrité de l'autre côté, et les dissymétries qui se créent entre les deux. Tandis que, disons, quand j'essayais de formaliser un peu plus les mécanismes généraux, disons, de magnification, je vois 3 niveaux. Le public, les autorités auxquelles le public défère et les célébrités. Comme, si vous voulez, dans un algorithme de PageRank de Google. Enfin, ça veut dire que Google fait remonter certaines informations parce que certains sites qui sont des autorités, qui sont marqués autorités, font remonter ces informations. Donc, disons, un lien de la page de Gloria Origgi à l'université de Harvard vaut 1, et un lien de la page de l'université de Harvard vers Gloria Origgi vaut 5000. Enfin, donc, il y a un grand déséquilibre des autorités. Et je crois que, disons, moi, je vois la construction des processus, en général, de grandeur sociale comme des triangulations, enfin, parce qu'il faut quand même déférer non seulement à la célébrité, mais à ceux qui reconnaissent, à ceux qui à nos experts, enfin, à nos autorités. Prenez par exemple la construction de la réputation de nous 4 aujourd'hui dans cette salle. La présence par exemple de collègues réputés fait augmenter aux yeux d'autres, par exemple de plus jeunes, d'étudiants, la réputation de la réunion. Le fait que Madame Vaquet, que mon collègue Philippe Rochat, qui a participé d'ailleurs à un volume collectif sur la réputation, dont je vais faire la publicité après, auquel Barbara aussi avait participé, qui est sorti chez Seuil. Et donc, voilà, ça augmente la réputation. Pourquoi vous dites, ben, enfin, si Madame Vaquet prend le temps d'écouter Gloria Origgi, peut-être, il faut, ça vaut la peine. S'il y a des processus comme ça, vous connaissez très bien, enfin, tous les systèmes de recommandation. Peut-être, voilà, justement. En fait, mon collègue Pascal Angel est très vieux ami, mais vient de m'avouer, il est parti, qu'il était là seulement parce qu'il était enrhumé. Donc, il avait... bah, parce qu'il avait justement, il n'avait rien à faire de... Donc, en fait, ça peut être un hasard. Attendez qu'il arrête de pleuvoir. Exactement. Et chercher un refuge. Mais voilà, donc il y a cette triangulation que je ne vois pas dans vos années. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que structurellement est présente dans beaucoup de phénomènes de ce type. Enfin. Je me permets juste une petite remarque qui est à la fois critique, mais tout en gardant mon rôle d'arbitre, en fait. Donc, dans la neutralité la plus absolue, vous avez en fait justement joué et discuté autour de 2 oppositions sur les côtés... Là, c'est une faute majeure. C'est un carton rouge pour Madame Origgi. Sur les côtés, sur les deux, l'opposition entre... La réputation, la gloire comme quelque chose de naturel ou quelque chose de culturel, artificiel produit, et l'opposition axiologique entre le bien et le mal, etc. Il me semble que c'est que, peut-être à cause de mon parcours d'études, de mes intérêts, j'ai eu un peu ça m'a manqué, c'est le fait de réfléchir aussi sur le fait que justement la gloire, la réputation, la légitimité, les prestiges ne sont pas ou n'ont pas été seulement dans l'histoire, au moins un fait brut, ont été toujours aussi l'objet d'une réflexivité sociale qui a changé dans les temps. Ils les sont aujourd'hui encore parce qu'ils sont l'objet des sciences sociales dont vous êtes les représentants. Mais la gloire, la réputation, la visibilité ont été l'objet de la forme des réflexivités sociales par excellence, et au moins la plus normative de tous, c'est-à-dire le droit. Pour faire un exemple parmi d'autres, la visibilité, le prestige tel que tu l'entends, l'apparence sociale a été objet jusqu'au XVIIIe siècle
du normatif spécifique qui était les lois somptuaires qui définissaient la façon dans laquelle chacun devait façonner sa propre apparence. Les statuts sociaux, la reconnaissance qu'on doit à l'un et à l'autre ont été l'objet du normatif social relatif aux lois de préséance, au statut social. Même au Moyen-Âge, la célébrité par excellence était la sainteté, et la sainteté était l'objet d'un procès juridique fait sur la base de la fama de chacun. Donc, je me demandais, en vous écoutant, si quand même il y avait une cause, pas une cause unique, comme tu dis, il y a toujours des causes plurielles, mais une cause majeure qui peut-être n'était pas rentrée dans les débats, qui a été un peu, si on peut dire, la libéralisation de la grandeur sociale. C'est-à-dire qu'à un moment, le droit ou la normativité, la réflexivité normative par excellence a cédé, a arrêté de légiférer là-dessus. Parce que aussi, ce qu'on appelle capitalisme est aussi un système ou un Weltanschauung qui est lié au fait que cette grandeur sociale est un objet du marché, donc de l'échange, de la libre initiative de chacun, etc. Donc, qu'est-ce que vous en pensez en fait, du fait que quand même, il y a peut-être des mesures qui agissent là-dessus, mais cette grandeur sociale semble être moins l'objet des empreintes normatives. Quand tu parlais de grâce, Nathalie, la grâce, le débat théologique n'est pas un débat populaire, c'est un débat d'une science qui se veut extrêmement normative. Donc, c'est difficile de dire que la grâce reflète un besoin naturel d'admiration de l'homme, étant donné que c'était, bien évidemment, il y avait un droit savant, un débat savant, mais qui produisait toute une série même de peines si on ne reconnaissait pas la grâce telle qu'on l'avait décrétée par... Donc il y a... de fait, la question est, on pourrait poser une question, où est-ce que se pose la question normative dès qu'il n'y a plus cette agence unique Je profite d'avoir le micro pour te proposer une réponse. Après, on laissera peut-être Mais je pense que c'est une excellente question, mais moi, je n'ai pas du tout envie d'y répondre à travers le prisme du capitalisme, qui me semble un prisme extrêmement surestimé aujourd'hui. Non, ce n'est pas pour critiquer, mais je pense qu'en effet, dès lors qu'on s'éloigne d'un système de caste, forcément, il y a une dilution des frontières entre catégories sociales, et que cette dilution a pour effet une augmentation des formes symboliques de différenciation et de frontières sociales, que ce soit par l'achat de vêtements de marque, par des conduites culturelles, etc., etc. Donc moi, je lirais ce que tu mets en évidence très justement sur la perte de puissance des lois somptuaires. Je le lirais beaucoup plus à la démocratisation de la société, notamment dans la France post-révolutionnaire, c'est-à-dire l'abolition des privilèges, c'est quand même pas rien, c'est quand même un moment très très fort dans la dilution des frontières de catégories sociales. Et je pense qu'en effet, cette montée en puissance de la préoccupation pour le prestige, pour la mesure des grandeurs, pour la réputation, et simplement, c'est une façon de parler, mais une conséquence de cette désinstitutionnalisation des frontières entre catégories sociales. Voilà. Je pense qu'on observera ça de la même façon dans l'Inde post-caste, de même qu'on a pu l'observer dans l'Occident du 19e siècle. Que là-dessus, ces marques modernes de frontières entre classes sociales ou entre catégories sociales prennent des formes marchandes parce que le marché s'est très bien emparé de possibilités matérielles d'acheter ces marques à tous les sens du terme de prestige, ça va dans le sens classique. Oui, non, juste une précision. Je ne voulais pas dire marchand dans le sens mauvais du terme pathologique. Je voulais juste dire que, parce que tu parlais de démocratisation, mais la démocratie, théoriquement, devrait tendre, plutôt à l'égalisation des grandeurs, alors qu'il y a quelque chose comme un désir d'échange. Il y a égalisation au sens où il y a désinstitutionnalisation, voire délégitimation des différenciations entre catégories.
les individus devant être égaux face à leur mérite, disons, c'est la grande axiologie démocratique. Bon. Mais en même temps, cette perte de repères institués des différences entre catégories entraîne une recherche de marqueurs moins institués, mais quand même de marqueurs consensuels, qui prennent les formes que nous avons dites. Donc ce n'est pas du tout contradictoire, c'est-à-dire les deux mouvements sont coprésents. On est toujours dans une quête de repères, tout simplement. Qui est qui, dans quelle catégorie est-ce que je peux mettre tel ou tel, et dans quelle catégorie est-ce que j'ai envie qu'on me mette. Sauf que dès lors que ces repères ne sont plus l'objet de formalisation juridique, il faut bien trouver des repères moins institués et plus symboliques, entre guillemets. Voilà. C'est comme ça que je répondrai, mais peut-être que... Bon, c'est vraiment une piste possible pour la question de le passage des lois sanctuaires. Il y a une forme de normativité qui est encore très effective dans les mêmes domaines, qui est celle de la mode, qui est une normativité sociale qui ne passe pas par la politique et les droits, mais qui quand même impose des lois qu'il vaudrait la peine d'étudier sous cet angle. Et aussi, évidemment, ce qui reste de l'ancien régime, mais là, c'est vraiment Bourdieu, implicitement encore caché dans le système de la hiérarchisation sociale, et donc c'est qui finalement encore exerce une forme de normativité sous forme non plus liée au droit, mais à la reconnaissance sociale, et qui est liée aux classements sociaux. Mais je pense que la mode serait un sujet aussi pour la faire ressortir du domaine de l'éphémère, et pour la voir dans son efficacité. Vraiment très rapidement, mais il y a deux questions, à mon avis, dans la tienne. Il y a la question, donc, effectivement, à laquelle Nathalie a répondu, sur la question du passage de la société hiérarchisée à une société à valeur égalitaire. Bon, c'est une très grande question. D'une certaine manière, c'est une des questions du livre. C'est pourquoi, finalement, la célébrité, qui avait tout pour être la grande valeur égalitaire et médiatique, c'est pas imposée à ce point-là aujourd'hui, parce que finalement, tout le monde peut plus ou moins y accéder. Elle est très individualiste, elle est fondée sur la vie du plus grand nombre, etc. Donc, elle aurait pu, et donc tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire les critiques qui continuent à lui être attribuées, montrent bien, en fait, quand même une forte résistance par rapport à l'idée d'attribuer une valeur en soi à la sphère médiatique. Mais la première question est importante, celle sur le droit comme forme de normativité sociale. Ce qui est intéressant avec la célébrité, c'est que justement le droit est très mal à l'aise par rapport à la question de la célébrité. Bon, je n'ai pas assez regardé ça, mais j'avais un petit peu regardé ça, puis il y a quelques travaux, et on s'aperçoit que, par exemple, aux États-Unis, mon livre s'appelle Figure publique, mais aux États-Unis, le statut de public figures, d'être une public figure, fait qu'on perd son droit à l'image, son droit à l'image. Et donc, ça, il y a toute une jurisprudence. Et en France, il y a une jurisprudence qui est beaucoup plus contradictoire et complexe, mais qui va maintenant de plus en plus dans ce sens-là, puisque à partir du moment où on est une figure publique, le droit à la défense de la vie privée et donc le droit à l'image vient en contradiction avec le droit à l'information du public. Et donc, du coup, le droit, dans sa normativité, se trouve pris entre des idées différentes et a énormément de mal à gérer justement ce statut de personnes célèbres, public figures, personnes. Donc, voilà, la difficulté justement du droit comme forme de normativité sociale à penser justement ces phénomènes. Ajouter moi aussi une réponse à Emmanuel. D'abord, je ne vois pas trop disons le contraste entre ce que tu dis sur le capitalisme, enfin, et ce que Nathalie dit sur la démocratie. Enfin, si vous voulez, les sociétés d'échange, les sociétés de marché sont des sociétés plus égalitaires, et le capitalisme aujourd'hui est justement, c'est une espèce de hôtel auquel on sacrifie toutes les valeurs, mais en fait, les sociétés des marchés sont des sociétés qui introduisent l'échange comme relation, sont des sociétés plus démocratiques et plus égalitaires. Enfin. Et regardez, les rapports États-Unis et Angleterre étaient basés tous sur cette différence, enfin, l'échange contre la différence, etc. Et donc sur ça, je pense que ce n'est pas complètement
complètement différent. Et je suis quand même assez d'accord que l'obsession contemporaine, je pense que c'est une conséquence de ce que dit Nathalie, l'obsession contemporaine avec la célébrité de soi, avec l'image de soi, et sa propre visibilité, est très liée à l'absence de code. Même dans la mode, est très lié à l'incertitude. Ça, je lis vraiment ce que tu viens de dire aussi aux travaux de Menger, etc. L'obsession pour sa propre visibilité, c'est parce que tu n'es pas sûr de l'effet que tu feras. Dans une société traditionnelle, tu es sûr de l'effet que tu feras parce que c'est codifié, enfin. Tu peux t'habiller d'une certaine façon seulement. Là, même si tu t'achètes chez Ferragamo une robe magnifique, on note au tableau pour faire la réputation.